Une petite introduction à ce qui va suivre. L'idée ici est de présenter en fait une implémentation concrète du ProSuite Framework qui se compose en fait d'un serveur d'application écrit en Python qui est open source, du ProSuite Framework qui implémente un certain nombre de fonctionnalités et notamment un système de gestion d'identité universelle, V2M Script Engine que nous allons détailler dans cette vidéo, et un protocole d'API universel qui permet au logiciel SaaS de communiquer avec l'extérieur, voire de l'extérieur vers lui aussi. Voilà, donc là je vais faire une petite vidéo live pour montrer un peu comment on développe des modules sur MUP. Donc il n'y a pas vraiment de script, ça va être live. Donc l'idée ici c'est que je suis en train de on va dire redévelopper le module IRP qui a pour objectif de piloter MUP pour la fonction IRP. Donc, je vais vite fait faire le tour de comment on met ça en place. Donc là en fait on va être dans le module IRP ou plugin IRP, comme on peut le voir ici, qui a déjà été pas mal développé, mais dont les règles ont changé, et donc du coup il faut changer la logique, changer les écrans, enfin changer pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est l'édition du plugin, et ici on voit les logs. Donc là du coup je suis en train de faire les tests unitaires sur la librairie IRP modèle. En fait cette librairie est utilisée ensuite dans les autres éléments du plugin pour en fait implémenter la logique. Donc le, le moteur en fait qui fonctionne dans MUP est V2M Script Engine, ou plus simplement VScript, qui est en fait un moteur ou un transpiler en fait qui compile ce langage ici en du bytecode Python et qui l'exécute aussi. Donc en fait il est basé sur l'exposition d'un modèle objet qui présente différentes fonctionnalités de MUP exposées sous la forme d'objets et de méthodes, et d'un moteur d'événements qui permet en fait de capturer les événements qui se passent dans MUP, de les traiter et de leur comment dire d'exécuter un certain nombre de fonctionnalités relatives à ces événements. Donc, les événements en fait peuvent être de différentes natures. Ça peut être des événements internes, par exemple la suppression d'un meeting, ou alors ça peut être des événements qui sont connectés à des opérations de type clic sur l'interface. Donc là, on n'a aucun meeting, mais on peut associer un certain nombre d'événements en fait à l'interface et les traiter. Donc du coup, je vais revenir sur la gestion du plugin. Et là, en fait, dans le cas qui me préoccupe, je fais des tests unitaires sur la librairie. Donc en fait, la librairie a été implémentée, comme on peut le voir ici. Donc je peux vite fait faire quelques présentations. Donc en fait, l'objet qui représente le logiciel, c'est ici l'objet intrinsèque MeetingUp, qui dispose en fait d'un certain nombre de méthodes qui sont les API du logiciel. Et via ces méthodes, on peut interagir avec le logiciel via le script que l'on écrit ici. Donc le but du module IRP en fait, c'est de gérer automatiquement les organisations sans avoir à les traiter manuellement ici en fait. Donc en fait MUP est capable de gérer autant d'entités que l'on souhaite de façon hiérarchique, et d'y associer des participants. Associer des participants en fait à une réunion se fait par
l'ajout de listes, et ces listes en fait contiennent un certain nombre de participants. Donc pour pouvoir en fait gérer le module IRP de façon plus ou moins automatique, euh, tout en définissant un certain nombre de règles, on crée ce plugin qui va implémenter toutes les règles liées à la gestion de meetings pour les IRP, c'est-à-dire les instances représentantes du personnel. Donc en gros, toute la configuration du module se fait par une macro spéciale qu'on appelle config. Donc, en fait, ce plugin est relativement avancé parce qu'il gère en fait tous les événements possibles à l'intérieur de MUP, préconfigure un certain nombre de réunions et en plus gère la structure en fait des différents organisations dans sa propre base de données. Donc base de données en fait qui n'est pas la base de données de MeetingUp, mais qui est la base de données de ce plugin en particulier, comme on peut le voir ici, MUP IRP DB. Rapidement en fait la structure de la base de données. Donc ici en fait on va pouvoir voir les différents membres qui ont un certain nombre d'informations spécifiques en fait à la gestion des IRP, les différentes organisations ici et les relations en fait que l'on va avoir entre les membres et les organisations. Donc, en fait la difficulté du module IRP, c'est qu'une même personne dans une même entreprise peut avoir des qualifications ou des fonctions différentes en fonction des instances dans lesquelles elles sont. Donc du coup, pour pouvoir représenter ça et de ne pas avoir à gérer manuellement les différentes listes dans les différentes instances, on a créé ce plugin qui permet en fait de gérer en fait automatiquement un seul participant tout en dérivant en fait son identité dans différentes sous-instances. Mais au niveau de la gestion dans MUP, on ne fera que de gérer un seul utilisateur qu'on va affecter ensuite aux différentes instances. Voilà donc la structure de données qui se trouve dans le plugin IRP et donc en fait qui se trouve ici. Donc là l'idée en fait c'est de faire les objets donc dans lib IRP modèle. On crée les objets en fait qui gèrent les organisations avec ces méthodes et les objets en fait qui gèrent les membres. Et donc là en fait on a un certain nombre de tests unitaires dans cette librairie qui nous permettent de valider les différentes fonctions de la business logic. Donc j'en étais à tester en fait la méthode de récupération d'un membre. Donc préalablement en fait au lancement de ce test, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser le plugin. Pour ça en fait, ici je vais cliquer sur configure plugin qui va me lancer le script en fait config ici qui en fait initialise comme on peut le voir. Donc là en fait on a les logs et donc les logs en fait nous permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur du script. Donc ici en fait on voit que on vient de lancer le script config, qu'on initialise l'environnement. Et là, en fait, c'est des logs qui sont générés directement dans le script. On voit qu'en fait, ils viennent de me supprimer toutes les instances et aussi toutes les informations dans sa propre base de données qui n'est pas celle de MUP. Donc pour pouvoir voir ça, en fait, je vais aller sur ici la gestion des entités et on voit que en fait, dans IRP, je n'ai aucune instance. IRP étant en fait l'organisation englobante. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en fait la lib IRP modèle. Donc, en fait, lorsqu'on exploite le plugin, on change la propriété en fait de cette librairie en disant que c'est une librairie. Mais là, pour faire les tests unitaires, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai changé en fait la façon d'appeler cette macro. Donc en fait, si je vais ici sur libIRPModel, que je fais Edit Info, on voit en fait qu'ici, je l'ai déclaré comme un bouton de macro qui va en fait s'afficher dans le panneau dans le menu sur la home page. D'accord. Dans le cas de son utilisation normale, en fait, on la transforme en librairie et elle ne se verra plus dans la liste des macros que l'on peut appeler dans le menu. Donc là, je vais revenir sur bouton macro on panel pour pouvoir la voir. En fait, je vais juste pas enregistrer ma modification. Voilà. Du coup, je reviens sur la home page. Ici, j'ai ma macro. Donc en fait, elle ne va rien afficher vu que elle ne fait que exécuter les tests unitaires pour lesquels que j'ai écrit dans la librairie. Donc je vais juste la lancer comme ça ici. Voilà. Et en fait, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été lancés. Donc ici, en fait, ça commence ici. Donc voilà. Ici, j'ai une erreur dans la suppression de l'organisation parce qu'en fait, elle n'existe pas. Donc là, en fait, les premiers tests, en fait, c'est ajouter une organisation. Donc je vais créer CSE1. Voilà, je la transforme en CSE2 et ainsi de suite. Voilà. Et là, en fait, on voit que en ligne 571, donc dans la méthode query, qui est en fait, donc si je reviens ici, tac. Donc là, en fait, je suis ligne 571, tac. C'est ce que je voulais tester. 571 ici, voilà. On voit que donc j'ai un objet DB. En fait, cet objet-là, il est déclaré un peu plus haut. Ici, donc voilà. En fait, pour accéder à la base de données du plugin, j'ai une fonction spéciale ici, database, dont je passe en paramètre le nom de la base de données qui me retourne en fait un objet DB qui me permet en fait d'avoir accès à la base de données et de pouvoir faire des requêtes dessus. Les requêtes me permettant de retourner en fait des curseurs sur les enregistrements. Voilà. Donc là en fait on l'a wrappé dans une fonction parce que si on le déclare en fait par exemple dans initialize here ici il est possible en fait qu'on puisse avoir plusieurs utilisateurs qui se connectent en même temps à la base de données. Et comme c'est une base de données SQLite qui a des verrous un peu, comment dire, globaux au niveau de la base de données, il se peut que la concurrence d'accès à la base de données par différents utilisateurs dans différents appels de la macro et pour conséquence en fait d'accéder à une base qui est loquée. Du coup, si on n'avait qu'une seule connexion. Là en fait, en faisant cette opération là, donc en wrappant dans une fonction, à chaque fois en fait qu'on va appeler DB ici, on va créer une connexion à la base de données, connexion qui n'est pas en fait partagée avec les autres instances qui pourraient accéder à la base de données. Du coup, il se trouve que là le lock est plus efficace. On n'est pas en verrouillage quand on a des multiples connexions, enfin du moins le driver SQLite permet de gérer l'accès concurrent via des connexions concurrentes. Et donc on lève ce problème-là. Bon, le problème qui nous concerne là, c'est qu'en fait, probablement la requête ici n'est pas valide. Donc en fait, l'avantage c'est que mais dans les logs, on a en fait une description de l'erreur qui a été rencontrée. Donc voilà, donc là en gros, il me dit erreur interne. Donc ça c'est le moteur VScript en fait qui a levé cette erreur et qui me dit erreur interne dans query.
il n'y a pas de colonne Trade Union Organization dans la base de données. Donc j'ai dû faire une erreur en fait dans la base de données. Je vais voir ça et je reviens tout de suite. Voilà, on a corrigé les différentes petites erreurs qu'il pouvait y avoir, en tous les cas pour ces tests. Et j'ai ajouté aussi quelques informations supplémentaires pour afficher dans les logs, pour que ce soit plus simple à lire. Voilà, donc là ce qu'on va tester, donc le scénario que l'on teste en termes de tests unitaires, c'est donc la création de différentes organisations, donc CSE1 sous IRP qui est l'organisation globante, on la renomme CSE3. Ensuite, on crée un utilisateur dans CSE2 qui aura un rôle qui est en fait défini aléatoirement par cette fonction. Ensuite, on assigne ce même utilisateur à CSE3. On crée encore un nouvel utilisateur dans CSE3 qui aura un rôle qui est défini aléatoirement aussi, et on va rechercher un utilisateur en passant comme paramètre en fait son adresse email. Voilà. Et si on le trouve, on affiche les informations. Voilà. Ce qu'on testera ensuite, c'est la mise à jour de cet utilisateur avec des nouvelles données ou des données différentes. Mais pour le moment, lançons les tests sur ces fonctions. Donc, préalablement, toujours j'ai initialisé donc, la base de données du plugin ainsi que MUP pour pouvoir tester les différents scénarios dans un environnement connu. Ensuite, je lance les tests unitaires. Voilà, c'est fait. Et donc, qu'est-ce que nous donnent les logs? Ok, donc reprenons depuis le début. Voilà, donc ici, on voit que j'ai lancé les tests à partir de ce moment-là. Donc, vscript initializing. Donc ça, je pense en fait que je devrais l'enlever parce que du coup, j'initialise le plugin, donc j'ai pas besoin de resupprimer des choses qui sont déjà supprimées. Mais bon, on voit que en tous les cas, si on essaie de supprimer, l'erreur est bien prise en compte. Voilà, donc là, j'ai créé l'organisation CSE1. Il m'a créé la liste principale membre CSE1 ainsi que les autres listes. Donc, ensuite, j'ai changé cette organisation donc de CSE1 à CSE2. Et donc, on a bien pris en compte les modifications ainsi que les noms des listes. Et la date d'expiration a été passée au 25/01, donc 2025. Du coup, tout ça c'est bon. On crée CSE3. On va créer l'utilisateur donc Nicolas Korblewski dans CSE2. A priori, tout se passe correctement. Donc ça, c'est juste des informations en fait sur la fonction qui génère les rôles. Donc j'ai 7 rôles, il prend le 2 qui est en fait gestionnaire de compte. Voilà, donc là il l'ajoute dans la base de données. Ok, et donc Nicolas Korblewski a bien été créé avec succès. Maintenant, je vais assigner donc cet utilisateur à l'organisation CSE3. Pour rappel, cet utilisateur en fait est le même, donc c'est la même personne, mais vis-à-vis de MUP, en fait, l'ajouter dans CSE3, ça veut dire le créer explicitement dans CSE3. Donc là, a priori, tout s'est bien passé. On prend en fait dans CSE3, il aura comme fonction, en fait, comme rôle, autre représentant. Voilà. Ensuite, on crée Anastasia dans CSE3 aussi.
elle sera donc le rôle bureau. Et donc là, a priori, ça a été créé avec succès, donc c'est bon. Maintenant, on va rechercher l'utilisateur avec cette adresse email. Donc là, en fait, on vérifie que l'organisation est OK. On part d'IRP. OK. Et donc là, en fait, on a bien trouvé un résultat. Donc c'est bon. L'utilisateur a bien été trouvé avec le bon nom. Donc apparemment, toutes ces fonctions-là fonctionnent correctement. Maintenant, on va vérifier que tout est correct au niveau des informations dans MUP. Donc effectivement, dans IRP, on a bien deux utilisateurs qui sont Nicolas et Anastasia. On a bien deux entités, CSE2 et CSE3. Pour rappel, CSE2 en fait a été renommé de CSE1 et on voit bien que toutes les listes ici s'appellent bien CSE2 et pas CSE1 comme elles avaient été créées à l'origine. Donc dans CSE2, on a juste Nicolas Korbulewski qui est gestionnaire de compte, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc si je clique ici, en fait, j'ai bien Nicolas Korbulewski qui est assigné comme CSE2. Voilà. Et si je vais dans CSE3, là du coup on a deux utilisateurs, enfin deux participants. Et donc on voit que il y en a un qui a été assigné à la liste bureau et l'autre à autre représentant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est bien leur rôle et l'assignation dans les bonnes listes. Donc a priori tout fonctionne correctement jusque pour ces différentes fonctions. Maintenant que nous avons testé la business logic de l'application, en tout cas du plugin, on va s'attaquer à l'interface. Dans un premier temps, je vais remettre la, la librairie sous forme d'une librairie, puisqu'on n'a plus besoin de la tester. Donc voilà, ici je mets librairie. Et donc si je reviens sur la page principale, je vois qu'en affichant le menu, je n'ai plus le bouton qui me permet de lancer la librairie. Voilà, donc maintenant nous allons nous attaquer en fait au bouton principal ici qui est gestion IRP, qui va ajouter des interfaces au logiciel qui sont propres en fait aux fonctionnalités que l'on veut trouver dans ce module. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu d'explication est nécessaire pour comprendre comment ce mécanisme est capable de générer des interfaces qui n'ont pas été programmées a priori dans le logiciel initial. En fait, cela est rendu possible parce que la création de ce logiciel SaaS n'est pas basée sur le principe je développe un front-end avec un framework style Angular, React ou autre, et un back-end qui implémente, on va dire, les appels à la business logic et qui permet d'interagir avec l'interface. En fait, ici, le développement de ce logiciel utilise le serveur d'application Python que nous avons développé, qui se nomme VDOM. Il a la particularité en fait de disposer d'un compilateur d'interface qui permet de générer en fait le front-end, et il n'est absolument pas nécessaire de coder en fait le front-end. Sa capacité à générer ce front-end nous permet donc de en fait dynamiquement créer des interfaces via le compilateur d'interface qui est à l'intérieur du serveur d'application. Donc en fait ici, si je viens et que je clique sur sur ce bouton, cette interface là en fait va être générée par le moteur VScript complètement sans que pour autant cette interface ait été préalablement développée lors de la création du logiciel MUP. Donc comment on code ça? En fait on va revenir sur l'espace plugin et ici je vais ouvrir plugin.
En fait, ça se base sur deux choses. Une première chose, en fait, c'est cette librairie qui a été développée de façon extensive, qui permet en fait d'utiliser un objet intrinsèque au moteur de script qui se nomme XML Dialog Box. Donc en fait, cet objet va permettre de générer à l'intérieur, donc ici en fait, on voit l'instance de l'objet, va permettre en fait de générer une fenêtre et de la contrôler directement depuis le code. Donc en fait, l'objet XML Dialog en fait prend en entrée une description XML des composants à afficher et calcule un rendu de ces mêmes composants. Il est aussi capable de traiter les événements, de transmettre les événements à la macro qui a ouvert, ou du moins qui a permis d'ouvrir la fenêtre, et donc de construire ce qu'on appelle une machine d'état sur les interactions de l'utilisateur avec cette fenêtre. Donc concrètement, si je vais dans la macro gestion IRP ici, ce qu'on va voir, c'est que ici, je vais avoir un include de libdialog2 qui va être la librairie que je vais utiliser pour générer mes écrans. Je vais pouvoir récupérer les différents paramètres de l'interaction de l'utilisateur avec cette interface via un objet intrinsèque spécial qui s'appelle XML Dialog, le même que celui tout à l'heure, en invoquant la méthode getAnswer. Et en fait, ça va me retourner une structure JSON en fait, des informations que je vais pouvoir exploiter pour pouvoir traiter les événements de l'interface. Donc que signifie traiter sous la forme d'une machine à état? En fait, l'idée derrière ça, c'est de dire que chaque fois que je vais faire une action sur l'interface utilisateur, je vais me trouver dans un état différent. Donc pour pouvoir implémenter ça en fait dans le système, je vais mettre en place un argument spécial qui sera step pour pas, qui contient aussi en fait des sous-steps, qui va me permettre de dire que lorsque j'appuie sur un bouton, je passe de l'état actuel à l'état suivant. Et donc j'aurai on va dire un select ici, qui va me permettre de, suivant l'état dans lequel je suis, d'afficher un certain nombre d'informations dans mon interface. Donc pour pouvoir faire ça, en fait, je vais créer des formulaires ou des écrans. Et en fonction de l'état dans lequel je suis, comme on peut le voir ici, donc init, menu manage et ainsi de suite, je vais afficher différents écrans et traiter différentes opérations sur mon écran. Donc en fait, toutes ces fonctionnalités-là, show screen et ainsi de suite, en fait, sont implémentées dans la librairie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Dialog2, parce que nativement, l'objet XML Dialog n'a pour objectif que d'afficher en fait des composants dans l'interface qui s'affiche sous la forme d'un pop-up lorsqu'on clique sur le bouton à l'intérieur de l'application. Mais tout le traitement connexe n'est pas implémenté directement en fait dans dans le framework V2M Script Engine. C'est quelque chose qui a été implémenté en fait sous la forme de dialogue. De la même manière, les composants qui sont directement supportés en fait par XML Dialog sont relativement simples et du coup la librairie étend ces composants pour en fait la rendre relativement riche. Donc on va voir un peu comment on crée et on traite des écrans. Donc là en l'occurrence dans ce plugin,
J'ai mis tous les écrans en fait, ou la plupart des écrans sous la forme d'une librairie pour les regrouper, que ce soit plus facile à utiliser. Et donc voilà comment ça se passe. Donc après j'inclus cette librairie évidemment dans la macro principale. Donc du coup j'utilise l'objet XML Dialog Builder qui est en fait la librairie dont nous avons parlé tout à l'heure, enfin un objet qui est implémenté dans cette librairie qui va me permettre en fait de façon déclarative de décrire mes écrans. Donc en fait je crée ici un objet MyForm. Donc je définis dans un premier temps un nouvel écran, donc par exemple ici IRP menu. Et donc dans IRP menu, je vais pouvoir définir la largeur et la hauteur de ce menu, le titre de ce menu. Je vais pouvoir ajouter des composants. Donc là en l'occurrence j'ajoute des styles particuliers. Donc ces styles en fait sont dans un composant hypertexte en fait, puisque c'est du CSS directement. Et donc ici, en fait, je vais ajouter directement le style défini par le contenu CSS. Donc là, ça va me permettre de faire d'ailleurs une petite digression vers la gestion des ressources à l'intérieur du plugin. Comme on peut le voir ici, j'appelle un objet qui s'appelle ressources. Donc ça, c'est un objet, encore une fois, intrinsèque au moteur V2M Script Engine. Qui me permet en fait d'accéder aux ressources, donc à des fichiers qui sont enregistrés dans l'espace de nom de ce plugin. Donc pour illustrer ça, je vais aller voir à quoi ça correspond. Donc ici, vous voyez, j'ai l'extension, enfin la section ressources. Et donc si je fais une petite recherche CSS par exemple, voilà, ici j'ai style AGO CSS, si je fais Edit, voilà, donc là en fait j'ai le CSS qui correspond exactement, on va dire, au style que je veux appliquer à mon écran. Et comment je l'utilise? Bah, je crée une ressource dans l'espace du plugin et je peux ensuite l'appeler à l'intérieur de ma macro grâce à l'objet ressource. Donc revenons à la librairie ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, ressources open, donc le nom, on va dire, de la ressource que je veux ouvrir, et getValue va me retourner en fait une chaîne de caractères qui contient la valeur du contenu de cette ressource. Ensuite, je vais ajouter un nouveau composant qui est layout. Donc je vais définir en fait la structure de ma comment dire, de ma fenêtre. Donc là, en fait, j'ai plusieurs textes, des images et des boutons. Du coup, je vais la mettre en place sous la forme en fait d'un template, on va dire défini sous la forme d'un template HTML. Et je vais y associer les composants que j'ai définis ici. Donc en fait, là, je crée des composants au niveau de la librairie de dialogue, donc de type texte, image et bouton. Et donc ces composants-là, en fait, je vais les binder sur la structure d'affichage de la fenêtre. Et ensuite, chacun des composants va pouvoir lui être attribué un certain nombre de paramètres. Donc là, en l'occurrence, j'y associe un certain nombre de titres. Là, j'y associe donc ça c'est des images. Les images en fait peuvent pas prendre directement le nom de l'image qui se trouve sous la forme d'une ressource aussi. C'est-à-dire que là, si je reviens sur ressources, voilà, ici en fait j'ai bien diagramme 1 underscore png qui est une ressource en fait, cette fois-ci binaire et non plus texte comme tout à l'heure, qui va me permettre en fait d'incorporer cette image directement dans ma fenêtre.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais le système est capable de créer en fait une URL absolue vers la ressource qui est enregistrée dans l'espace du plugin. Donc du coup, vous n'avez pas à vous soucier de savoir comment le système va faire appel à cette ressource. Il va créer pour vous les éléments nécessaires pour pouvoir y accéder. Voilà. Et donc là, du coup, les derniers éléments sont les boutons. Et comme on disait tout à l'heure, les boutons en fait vont me permettre de passer de l'état, en l'occurrence c'est la première fenêtre, donc c'est l'état initial, vers un état autre. Donc par exemple ici, si je clique sur gérer, je vais aller sur menu manage, menu import et menu affect. Donc concrètement, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc ici, je vais sur gestion IRP, je clique sur ce bouton. Donc du coup, le système quand je clique dessus, est dans un état de départ qui est l'état initial. Et il va m'afficher en fait cette fenêtre. Et comme on peut le voir, cette fenêtre est bien composée de texte, d'images et de boutons. Vous voyez ici, texte, image, bouton, qui a été généré par ma description de cette interface dans la librairie des écrans. Et donc le fait de cliquer ici sur ce bouton a permis au logiciel de générer cette fenêtre de façon entièrement automatique. Et si je clique ici sur le bouton gérer, je vais passer à une nouvelle fenêtre qui est l'état suivant du traitement de mon plugin en fait sous la forme d'une machine à état. Donc concrètement, si je reviens sur pardon, ici, bon, je devrais ouvrir plusieurs tabs. Donc ici en fait on voit que si je suis dans menu manage, qu'est-ce que je vais faire? Donc l'état initial c'est celui-ci, j'affiche IRP menu. IRP menu c'est bien donc tac ici, pardon. Donc voilà, j'ai créé donc cet écran IRP menu, c'est bien mon menu qui m'affiche mes trois choix. Donc si je clique sur gérer, je vais aller dans l'état menu manage. Et quand je suis dans l'état menu manage, je vais pouvoir faire un traitement spécifique qui se trouve ici et in fine en fait afficher différents écrans en fonction du traitement que j'ai fait. Donc là en fait ici je vois que j'ai IRP Structure Management et si par exemple j'ai pas sélectionné ou on va dire la variable current entity et différentes vides, j'affiche ça. Sinon, en fait, je vais afficher un message d'erreur qui va être un problème nous ne pouvons pas afficher la gestion des instances. Voilà. Donc c'est comme ça que je crée en fait mes différents écrans. Ici, petite information complémentaire. Donc en fait, cet objet-là, session dictionary, est comme son nom l'indique, un dictionnaire, donc clé-valeur. Ici, j'ai current entity qui en fait a une durée de vie de session de l'utilisateur. Donc du coup, session dictionary me permet en fait de stocker des variables sur la session de l'utilisateur directement en fait en utilisant cette fonction en fait. D'accord. Ici, on retrouve en fait une instance de ma business logic. Donc en fait, cette my organisation égale new organization, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée une instance de l'objet organisation. Et donc j'ai accès à cette information-là parce que j'ai inclus dans cette macro la librairie IRP modèle. Voilà.
Donc là, du coup, je vais pouvoir connecter la business logic que j'ai décrit dans la librairie précédente aux écrans. Et donc, je vais pouvoir créer comme ça une mini application fenêtrée à l'intérieur de l'application MUP qui va implémenter ma logique métier euh, relative en fait au module de gestion de la qui m'intéresse en fait, donc des instances représentatives du personnel de cette manière-là. Voilà. Donc il faut évidemment que je traite tous les cas, que je crée différents, comment dire, différents écrans pour différents usages. Et nous allons voir un peu plus tard ces différents usages.